Les lustres en cristal de l'Hôtel Pierre projetaient une lueur dorée. Ils illuminaient 200 des invités les plus prestigieux de New York. Les verres s'entrechoquaient, les rires résonnaient. Le quatuor à cordes jouait une mélodie douce et élégante. Mais dès que les lourdes portes en acajou se sont ouvertes, la musique s'est arrêtée net. Un homme est entré dans la salle de bal. Il était flanqué de 4 hommes en costume noir sur mesure. Il n'a pas dit un mot, mais il n'en avait pas besoin. L'air est devenu soudainement irrespirable dans la pièce. Des fourchettes sont tombées bruyamment sur les assiettes en porcelaine. Preston, le marié, est devenu blanc comme un linge. Clara Hara venait d'inviter l'homme le plus redouté de la côte Est au mariage de sa sœur jumelle. Et il avait apporté un cadeau. Clara Hara Hayes avait toujours été l'ombre de sa sœur jumelle, qui était un vrai rayon de soleil. Chloe Hayes était une ancienne reine de beauté. Moshel avait un sourire parfait et un compte Instagram méticuleusement soigné. Clara A, elle, préférait la solitude tranquille de son atelier de restauration à Chelsea. Chloe allait épouser un Carmichael. C'était une famille de gestionnaires de fonds spéculatifs, de la vieille fortune. Ils passaient leurs étés à Nantucket et portaient leur richesse comme un bouclier. Clara Hara, de son côté, passait ses journées à retirer méticuleusement des siècles de saleté. Elle travaillait sur des peintures à l'huile oubliée de la Renaissance. Bien qu'elle partage les mêmes yeux noisettes perçants et les mêmes cheveux blonds cendrés, les jumelles vivaient dans des mondes très différents. Chloe ne pensait qu'aux statuts, aux apparences. Elle voulait assurer son avenir avec Preston Carmichael. Preston était le Golden Boy de Wall Street. C'était un homme qui portait des costumes Tom Ford sur mesure et conduisait une Aston Martin de collection. Sur le papier, le mariage allait être l'événement mondain de la saison. Une somptueuse réception à un demi-million de dollars à l'Hôtel Pierre, entièrement payé par le père autoritaire de Preston, Richard Carmichael. Mais Clara Hara avait son propre secret, un secret qui portait de la laine italienne sur mesure. Il conduisait une Mercedes Maybach lourdement blindée, et il dirigeait un empire bâti sur des contrats maritimes légitimes et sur le sang. Son nom était Dominic Cavallo. Pour le public, Dominic était le PDG de 34 ans de Cavallo Logistics, une entreprise florissante de fret et d'import-export basée à Brooklyn. Pour le Federal Bureau d'investigation et l'élite clandestine de la ville, il était le nouveau chef impitoyable du syndicat Cavallo. Il avait repris l'affaire familiale. Son père avait été abattu devant un restaurant de Little Italy 5 ans plus tôt. Depuis, Dominic avait modernisé le syndicat. Il ne brisait pas de rotule. Il mettait des entreprises en faillite ou saisissait des actifs. Il opérait dans les zones grises du commerce international. C'était un fantôme rarement photographié, complètement intouchable et profondément craint. Claire Hara ne l'avait pas rencontré dans une arrière-salle enfumée ou un casino clandestin. Ils s'étaient rencontrés 6 mois auparavant, lors d'une vente aux enchères privées. Claire Hara était là pour authentifier un paysage vénitien endommagé du 17e siècle. Dominic était là pour l'acheter. Il avait surenchéri sur 3 oligarques russes. Il avait payé une somme exorbitante pour une peinture qui, pour un œil non averti, ressemblait à une toile en ruine. Quand Clara l'a approché après la vente pour le prévenir que la restauration prendrait des mois et coûterait une petite fortune, Dominic l'avait simplement regardé avec des yeux aussi froids et sombres que l'obsidienne. C'était l'œuvre préférée de ma mère avant qu'elle ne soit volée en 98, avait-il dit. Sa voix était un baryton grave et rauque qui lui avait donné un frisson dans le dos. Peu m'importe le prix, Clara, réparez-la. Cet arrangement professionnel s'est rapidement transformé en quelque chose de complètement différent. Dominic venait à son atelier tard le soir. Il s'asseyait en silence, buvait du café noir. Il la regardait travailler sous les dures lumières fluorescentes. Sous sa réputation terrifiante, Clara Hara a découvert un homme farouchement intelligent. Il était étonnamment protecteur et portait le poids d'un empire violent sur ses épaules. Leur romance était un secret bien gardé, une collision ardente et intense de 2 mondes totalement différents. Clara savait exactement qui il était, et Dominic savait exactement à quel point il était dangereux pour elle d'être associée à lui. 1 mois avant le mariage, les épaisses invitations dorées sont arrivées. Clara, assise sur le siège passager de la Maybach de Dominic, et, à l'arrêt devant son immeuble, avait jeté la lourde enveloppe sur la console centrale. Chloé m'a donné une invitation pour 2, avait dit Clara, un sourire ironique aux lèvres.
Je crois qu'elle s'attend à ce que j'amène mon chat. Dominic avait jeté un œil à la calligraphie complexe, sa mâchoire se contractant. Carmichael, le fils de Richard Carmichael. Oui, soupira Clara, appuyant sa tête contre le siège en cuir. Preston, c'est un peu un snob, mais Chloé l'aime. Ou alors elle haine son style de vie. Ça va être un cauchemar de sourires forcés et de remarques condescendantes de sa famille. Ils pensent déjà que la famille Hayes leur est inférieure parce que mon père était professeur dans une école publique. Dominic a pris l'invitation, son pouce traçant la dorure. Tu veux que je sois là? Clara avait éclaté de rire, un son sincère et cristallin. Dominic, tu es le chef de la famille Cavallo. Tu ne vas pas au mariage de la haute société pour manger des mini-gâteaux au crabe. En plus, si tu entrais, je pense que Richard Carmichael ferait une crise cardiaque. Dominic n'a pas ri, ses yeux sombres fixés sur les siens, une expression indéchiffrable masquant ses traits. Peut-être que j'ai envie de manger des mini-gâteaux au crabe. Dominic, je suis sérieuse, dit-elle, son sourire s'effaçant en réalisant qu'il ne plaisantait pas. Tu ne peux pas venir. C'est dangereux pour toi. Et ça éclipserait complètement le jour de Chloé. Fais comme si je ne t'avais rien montré. Dominic avait glissé l'invitation dans la poche de sa veste. On verra. Clara n'avait pas insisté. Au cours des 4 semaines suivantes, alors que la frénésie du mariage consumait sa sœur, Dominic n'en a plus jamais parlé. Clara a supposé que l'idée avait été oubliée. Elle était enfouie sous la montagne d'affaires du syndicat et de logistique maritime que Dominic gérait quotidiennement. Elle n'avait aucune idée que Dominic avait passé ces 4 semaines à éplucher les dossiers financiers de la famille de Carmichael. Et ce qu'il avait trouvé était sur le point de transformer l'événement mondain de l'année en cauchemar. Le matin du mariage n'était qu'un flou chaotique. De la laque, du champagne renversé et des demoiselles d'honneur affolées. La suite nuptiale de l'Hôtel Pierre, avec vue sur Central Park, vibrait d'une énergie nerveuse. Et Chloé était éblouissante dans une robe de créateur sur mesure. La dentelle délicate et les perles complexes épousaient sa silhouette parfaite. Pourtant, malgré son apparence impeccable, ses mains tremblaient. « Il fait les 100 pas », murmura Chloé à Clara alors que la maquilleuse appliquait la touche finale à son rouge à lèvres. « Je viens de voir Preston dans le couloir. On aurait dit qu'il était sur le point de vomir. » Et son père. Chloé déglutit difficilement. Richard a hurlé dans son téléphone toute la matinée dans le hall. Quelque chose à propos d'un appel de marge et de compte offshore. Clara fronça les sourcils, posant une main rassurante sur l'épaule de sa jumelle. C'est juste le trac du mariage, Chloé. Et Richard crie toujours à propos de l'argent. C'est son seul trait de personnalité. Je suppose, soupira Chloé, bien que ses yeux soient restés anxieux. Je veux juste que cette journée soit parfaite. Les Carmichael nous jugent depuis le premier jour, Clara. Ils pensent que nous sommes des profiteuses sans le sou. Si quelque chose tourne mal aujourd'hui, je n'en finirai jamais d'en entendre parler. Rien ne tournera mal, mentit doucement Clara. Alors que Clara enfilait sa propre robe, une élégante et sobre robe en soie vert émeraude, elle ne put s'empêcher de vérifier son téléphone. Aucun message de Dominic. Elle ne l'avait pas vu depuis 5 jours. Il avait envoyé un bref texto disant qu'il devait régler un différend au chantier naval de Brooklyn et qu'il serait injoignable. Une partie d'elle souffrait de son absence. Elle aurait aimé avoir quelqu'un à ses côtés pour la protéger du snobisme incessant du clan Carmichael. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Les vœux ont été échangés sous une immense arche d'orchidées blanches importées. Le quatuor à cordes jouait du Vivaldi. Preston souriait pour les caméras, bien que Clara ait remarqué une perle de sueur distincte sur son front, que les flashs des photographes ne cessaient de capter. Richard Carmichael était assis au premier rang, le visage fermé par l'irritation. Il vérifiait constamment sa montre Patek Philippe, comme si le mariage était une réunion d'affaires ennuyeuse, qui le retardait dans son vrai travail. À 7 heures du soir, les 200 invités s'étaient déplacés vers la grande salle de bal pour la réception. La pièce était un chef-d'œuvre d'opulence. Des centres de table en cristal, des arrangements floraux imposants et un gâteau à 5 étages qui coûtait plus que le salaire annuel de Clara. Clara prit place à la table d'honneur, forçant un sourire alors que la tante de Preston se penchait pour demander à voix haute pourquoi Clara n'était pas encore mariée. Elle lui a demandé si elle attendait quelqu'un avec un pedigree convenable.
Clara Hara a simplement pris une longue gorgée de son champagne et a ignoré l'insulte. Le témoin a terminé son discours, un toast décousu sur les années d'université de Preston à Yale. Le personnel a commencé à verser plus de champagne pour le plat principal. Puis les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Ce n'était pas une entrée dramatique et forcée, mais plutôt une ouverture douce et délibérée qui a immédiatement attiré l'attention du maître d'hôtel. Le chef des serveurs s'est avancé pour intercepter les retardataires, mais s'est figé sur place. Le quatuor à cordes, situé près de l'entrée, fut le premier à réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. L'archet du violoncelliste s'est arrêté en plein mouvement. Le violoniste a hésité, produisant une note aiguë et discordante avant de retirer son instrument. Le silence s'est propagé dans la pièce comme une onde de choc. Il a commencé aux tables du fond et a balayé vers l'avant. Une vague de calme contagieuse et suffocante. Les rires se sont éteints dans la gorge des gestionnaires de fonds spéculatifs. Les mondains ont reposé leurs verres en cristal sur les nappes en lin. Clara a tourné la tête, le souffle coupé. Dominic Cavallo se tenait sur le seuil. Il portait un smoking bleu nuit impeccable. Il lui donnait une allure mortelle sur sa large carrure. Ses cheveux sombres étaient plaqués en arrière, son expression complètement indéchiffrable. Derrière lui se tenaient 4 hommes, massifs et immobiles, leurs yeux balayant la salle de bal avec l'efficacité froide et calculatrice de prédateurs évaluant un troupeau. Le silence était assourdissant. Tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur l'entrée. Dans les cercles de la haute finance de New York, tout le monde savait qui était Dominic Cavallo. Ils ne l'invitaient peut-être pas dans leur country club, mais ils connaissaient les rumeurs. Ils connaissaient les rumeurs sur les corps retrouvés dans l'East River. Ils connaissaient les prises de contrôle hostiles qui se terminaient par la fuite de PDG à l'étranger. À la table d'honneur, la réaction a été violente. Preston a laissé tomber sa fourchette en argent. Elle a heurté l'assiette en porcelaine avec un bruit sec qui a résonné fort dans la pièce silencieuse. Toute couleur a quitté son visage, le laissant aussi pâle qu'un cadavre. Il a agrippé le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues blanches. Mais c'est Richard Carmichael qui a vraiment brisé le silence. Le patriarche imposant et arrogant de la famille Carmichael s'est levé si vite que sa lourde chaise en acajou a basculé en arrière, s'écrasant sur le sol en marbre. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » souffla Richard. « Oh, Richard !» Sa voix tremblant d'un mélange d'indignation et de terreur pure et simple. Dominic n'a pas regardé Richard. Il n'a pas regardé Preston. Ses yeux sombres ont balayé la pièce, totalement imperturbable face à la panique collective de 200 milliardaires, jusqu'à ce que son regard se pose sur la robe vert émeraude à la table d'honneur. Clara était assise, figée, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Il était venu. Dominic a commencé à avancer, ses chaussures vernies silencieuses sur l'épais tapis. Ses hommes sont restés aux portes, bloquant de fait la seule sortie. Alors que Dominic passait devant les tables, les gens se penchaient physiquement en arrière, se recroquevillant sur leurs chaises. Il a marché droit vers la table d'honneur. Chloé s'agrippait au bras de Preston, gémissant doucement, complètement inconsciente du lien entre le chef de la mafia et sa sœur. Dominic s'est arrêté à quelques mètres de la table des mariés. Il a mis la main à l'intérieur de sa veste de smoking. Les 3 gardes de sécurité dans le coin de la pièce ont instinctivement mis la main à leurs holsters, mais se sont arrêtés lorsque les hommes de Dominic à la porte ont subtilement déplacé leur veste. Dominic a sorti une petite boîte en velours noir. Il ne l'a pas donnée à Clara, il ne l'a pas donnée à la mariée, il l'a placée directement devant Preston Carmichael. « Félicitations pour le mariage, Preston », a dit Dominic. Sa voix était calme, douce et empreinte d'un venin absolu. « Je crois que ceci appartient à votre père. Mais comme vous venez d'entrer dans ma famille, j'ai pensé que je devais livrer la dette en personne. » La salle entière retenait son souffle. Clara fixait Dominic, les mots résonnant dans son esprit. « Entrez dans ma famille. » Preston fixait la boîte noire comme si c'était une grenade dégoupillée. Il a lentement tendu une main tremblante et a ouvert le couvercle. Ce qu'il y avait à l'intérieur a fait pousser à Preston un hoquet sanglotant et rauque. Il a couvert sa bouche, des larmes jaillissant instantanément de ses yeux, alors que Richard Carmichael s'effondrait sur sa chaise, complètement vaincu. Dominic a finalement tourné son regard vers Clara, un lent sourire sombre se dessinant sur ses lèvres. « Tu es magnifique, amour. »
On danse. Le silence dans la grande salle de bal de l'Hôtel Pierre était absolu. Seules les respirations haletantes et saccadées s'échappant des lèvres pâles de Preston le brisaient. Il regardait la petite boîte en velours noir, comme si un serpent venimeux y était enroulé. À l'intérieur de la boîte reposaient deux objets. Le premier était un lourd pince-billet en platine gravé des armoiries de la famille Carmichael. Il était fortement terni par du sang séché et sombre. Le second était une élégante clé USB en titane crypté. Pour les invités confus qui tendaient le cou depuis les tables du fond, cela ressemblait à un cadeau de mariage bizarre et morbide. Mais pour Richard Carmichael, qui se tenait actuellement la poitrine sur sa chaise renversée, et pour Preston, dont le smoking Tom Ford impeccable semblait soudain être une camisole de force, ces deux objets représentaient la fin de leur vie telle qu'ils la connaissaient. Le pince-billet taché de sang avait appartenu à Gregory Hayes. Pas le père de Clara et Chloe Pierna, mais un lointain cousin des Carmichael. Il opérait comme leur intermédiaire offshore dans les îles Cayman. Gregory avait officiellement disparu en mer au large de Grand Cayman 3 semaines plus tôt. Le rapport de police officiel citait un tragique accident de bateau. Le pince-billet racontait une histoire très différente. La clé USB, cependant, était la véritable arme. Elle contenait les registres non expurgés du fonds spéculatif des Carmichael, en particulier les comptes parallèles détenus à la Cayman National Bank. « Qu'as-tu fait? » murmura Chloé. Sa voix se brisant alors qu'elle regardait le métal ensanglanté dans la boîte, puis le visage terrifié de son nouveau mari. « Preston, qu'est-ce que c'est? » Preston ne pouvait pas parler. Ses yeux se sont tournés vers Dominic, remplis d'une panique pathétique et animale. Dominic a complètement ignoré le marié. Il a gardé son regard sombre et inébranlable fixé sur Clara. Il a tendu la main, le poignet blanc de sa chemise dépassant de sa veste bleu nuit sur mesure. « Je t'ai demandé une danse. » Clara, a dit Dominic, sa voix un grondement sourd qui a porté sans effort à travers la pièce silencieuse. L'esprit de Clara tournait à plein régime. L'homme qu'elle connaissait, l'homme qui buvait du café noir dans son atelier de Chelsea et passait doucement ses doigts sur des toiles centenaires, était entièrement submergé par l'aura terrifiante du chef du syndicat Cavallo. Pourtant, en le regardant dans les yeux, elle a vu la même protection féroce sur laquelle elle avait appris à compter. Il ne faisait pas ça pour la blesser. Il faisait ça pour les démasquer. Lentement, délibérément, Clara s'est levée. Sa robe en soie vert émeraude a cascadé autour d'elle alors qu'elle s'éloignait de la table d'honneur. Elle a ignoré la prise frénétique de sa sœur. Elle a ignoré les allaitements horrifiés des matrones de la société aux tables de devant. Elle a placé sa petite main dans la grande main cailleuse de Dominic. Sa prise était ferme, chaude et sans excuse. Il l'a tirée doucement mais fermement vers le centre de la piste de danse en acajou vide. Dominic a claqué des doigts une fois. Le son sec a résonné comme un coup de feu. Il a regardé par-dessus son épaule le quatuor à cordes paralysé. « Jouez », a-t-il commandé. Tchaïkovski, la valse des fleurs. La première violoniste, les mains visiblement tremblantes, a rapidement levé son instrument. Un instant plus tard, les notes amples et élégantes de Tchaïkovski ont rempli l'air tendu. La juxtaposition était vertigineuse. Une belle valse romantique jouée dans une pièce prise en otage par la peur. Dominic a attiré Clara près de lui, sa main reposant fermement sur le creux de son dos. Ils ont commencé à bouger, glissant sur le sol avec une grâce pratiquée et sans effort. « Tu es fou », murmura férocement Clara, ses lèvres bougeant à peine alors qu'elle gardait une expression neutre pour les centaines d'yeux terrifiés qui les regardaient. « Dominic, il y a 200 personnes ici. Le commissaire de police est assis à la table 4. Le commissaire Higgins est en train d'envoyer un texto à son chef de cabinet pour qu'il efface son téléphone personnel, » répondit doucement Dominic en la faisant tourner. « Il a pris 300 000 $ de contribution de campagne des sociétés écrans de mon père en 2018. Il ne lèvera pas le petit doigt. En fait, il prie probablement pour que je ne le regarde pas. » Clara a manqué un pas, mais Dominic l'a rattrapé sans effort, soutenant son poids. « Qu'y a-t-il dans cette boîte, Dominic? Qu'est-ce qui se passe? » Dominic l'a tiré un peu plus près. L'odeur de son cher parfum Creed Aventus l'enveloppait. « Ton nouveau beau-père est un voleur. » Clara, Richard Carmichael aime projeter l'image d'un titan de Wall Street, mais son fonds perd de l'argent depuis 5 ans. Pour couvrir ses appels d'hommage,
Il a commencé à blanchir de l'argent. Il y a 2 ans, il a pris un nouveau client. Toi, souffla Clara, la réalisation l'envahissant. Mon syndicat, corrigea Dominic, ses yeux s'assombrissant. Nous lui avons donné 50 millions de dollars de capital propre à investir dans un portefeuille immobilier commercial à Dubaï, un blanchiment sûr et sécurisé. Au lieu de ça, Richard est devenu gourmand. Il a pris notre argent et l'a investi dans une start-up technologique à haut risque qui a fait faillite le mois dernier. Il a perdu les 50 millions, puis il a essayé de le cacher. Clara jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Dominic à la table d'honneur. Richard était toujours par terre, entouré de quelques garçons d'honneur paniqués, se tenant la poitrine. Preston fixait Clara avec un regard de culpabilité dévastatrice. Il a envoyé son homme de main au Caïman pour nettoyer les comptes et falsifier les registres, continua Dominic, sa voix dangereusement douce alors qu'il tournait sur la piste. Mes hommes l'ont intercepté. La clé USB dans cette boîte contient la preuve de chaque centime que Richard ait volé, non seulement à moi, oui, mais aussi à ses investisseurs légitimes. D'ici demain matin, la SEC et le Federal Bureau d'investigation en auront des copies anonymes. L'Empire Carmichael est paumé. Le cœur de Clara se serra. Pas pour Richard, mais pour sa jumelle. Chloé ne savait pas, dit Clara d'urgence. Dominic, elle n'en avait aucune idée. Tu as ruiné son mariage. Dominic arrêta de danser. La musique continuait de monter autour d'eux, mais il se tenait parfaitement immobile au centre de la pièce. Il la regarda, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Chloé ne savait peut-être pas, dit doucement Dominic, mais Preston le savait. Clara le fixa, les sourcils froncés par la confusion. Preston est un lâche. Il fait juste ce que son père lui dit. Preston est un lâche, acquiesça Dominic, la conduisant lentement hors de la piste de danse vers l'alcôve ombragée près des immenses fenêtres cintrées donnant sur Central Park. Ces 4 hommes restaient aux portes, debout comme des statues de marbre, s'assurant que personne n'osait déclencher une alarme incendie ou se faufiler par une sortie latérale. Mais les lâches sont dangereux quand ils sont acculés. Dominic a fait signe à l'un de ses hommes, un colosse nommé Silas, dont le costume sur mesure contenait à peine sa masse. Silas s'est avancé, a marché directement vers la table d'honneur et a attrapé Preston par la peau du cou de sa veste de smoking. Preston a poussé un glapissement pathétique alors qu'il était soulevé et traîné à travers la salle de bal, ses chaussures vernies glissant sur le marbre. Silas a jeté Preston aux pieds de Dominic et Clara. « Dis-le lui », ordonna Dominic, sa voix résonnant d'une autorité absolue. Preston est resté à genoux, tremblant violemment. Il a levé les yeux vers Clara, ses yeux cerclés de rouge et pleins de larmes. Le Golden Boy de Wall Street avait l'air complètement brisé. Je ne voulais pas le faire, Clara, sanglota Preston, passant une main tremblante dans ses cheveux parfaitement coiffés. Mon père m'a forcé. Quand nous avons perdu l'argent des Cavallo, mon père a dit que nous étions des hommes morts. Il a dit que Dominic nous massacrerait. Va droit au bat, Preston, gronda Dominic en se rapprochant. Preston tressaillit violemment, se recroquevillant contre les rideaux de velours. J'ai engagé un détective privé, lâcha Preston, les mots se bousculant. Il y a 3 mois pour trouver une faiblesse, n'importe quoi, que nous pourrions utiliser pour négocier avec la famille Cavallo. Le détective a suivi les mouvements de Dominic. Il a découvert que Dominic se rendait dans un atelier de restauration à Chelsea tard le soir. Clara sentit le sang quitter son visage. Une nausée froide et lourde s'installa dans son estomac. Elle regarda Preston, sa vision se rétrécissant. « Tu l'as suivi jusqu'à moi. » Quand j'ai réalisé qui tu étais, pleura Preston, l'air complètement pathétique. Quand j'ai réalisé que tu étais la sœur de Chloé, c'était le bouclier parfait. Mon père a dit, « Si nous t'intégrons à la famille, si j'épouse Chloé, Dominic ne nous touchera pas. Il ne tuera pas la famille de la femme avec qui il couche. » L'air a manqué dans les poumons de Clara. Le mariage somptueux, les fiançailles précipitées de 6 mois, la dévotion soudaine et intense de Preston pour sa sœur, la volonté soudaine de Richard Carmichael de payer un mariage d'1 demi-million de dollars pour une fille de la classe moyenne. Tout cela n'était qu'un mensonge calculé et désespéré. Il n'aimait pas Chloé. Il l'utilisait comme un bouclier humain pour se protéger de la mafia. « Espèce de salaud », murmura Clara en s'avançant.
Pour la première fois de sa vie, elle sentit une vague de violence pure et sans mélange. Elle a levé la main et a giflé Preston de toutes ses forces. Le claquement sec de la gifle a résonné dans la salle de bal silencieuse. Preston est tombé sur le côté, se tenant de la joue, gémissant. De la table d'honneur, Chloé a poussé un cri perçant d'Ewenkinan. Elle a rassemblé les lourdes jupes de sa robe et a sprinté sur la piste de danse, se jetant par terre à côté de son nouveau mari. « Clara, arrête! Qu'est-ce que tu fais? » hurla Chloé, les larmes ruinant son maquillage impeccable. Elle a levé les yeux vers Dominic, totalement inconsciente du danger dans lequel elle se trouvait. « Pour qui vous prenez-vous? Sortez de mon mariage. » Clara a regardé sa sœur jumelle, le cœur brisé en 1000 morceaux. « Chloé, il ne t'aime pas, » dit Clara, sa voix tremblant d'une émotion brute. « Il t'a épousée pour m'atteindre. » Chloé se figea, ses mains planant au-dessus des épaules de Preston. Elle a regardé Clara, puis Preston, et enfin Dominic. « De quoi tu parles? »« Dis-le à ta femme, Preston, » commanda Dominic. Ses yeux froids et impitoyables. « Dis-lui pourquoi tu as précipité le mariage. » Preston ne pouvait pas regarder sa nouvelle épouse dans les yeux. Il fixait le tapis, son silence parlant plus fort que n'importe quelle confession. Le souffle de Chloé se coupa. Elle s'est lentement éloignée de lui, la réalisation la submergeant comme un seau d'eau glacée. Le conte de fées était une fraude. « Tu m'as utilisé, » murmura Chloé, sa voix à peine audible. « Tu as utilisé ma sœur? » Avant que Preston ne puisse répondre, une forte agitation a éclaté au fond de la salle de bal. Les lourdes portes en acajou se sont ouvertes, et Silas et les autres hommes de main se sont soudainement tendus, mettant la main sous leur veste. Une nouvelle silhouette s'est frayé un chemin à travers la foule d'invités terrifiés. C'était une femme impeccablement vêtue d'un tailleur pantalon marron, tenant une maillette en cuir. Derrière elle marchaient 3 hommes, portant des coupes-ventes avec des lettres jaunes audacieuses dans le dos. Federal Bureau d'investigation. La salle a éclaté en murmures paniqués. Le commissaire Higgins, à la table 4, a soudainement eu l'air très malade. L'agent spécial, Beatrice Sterling, a marché directement au centre de la pièce, ignorant complètement la richesse et le statut qui l'entourait. Elle a croisé le regard de Dominic. « Cavallo », dit l'agent Sterling, sa voix vive et autoritaire. « Moi, vous êtes bien loin de Brooklyn? » Dominic n'a même pas bronché. Il a simplement offert un sourire poli et totalement moqueur. « Agent Sterling, quelle agréable surprise. Je crois que vous vous trompez de fait. Les criminels que vous cherchez sont juste là. » Dominic a pointé un doigt paresseux vers Richard Carmichael, qui était maintenant éventé par sa femme affolée. L'agent Sterling a brandi un dossier en manille. « Nous avons reçu une fuite de données anonymes il y a 1 heure. Des registres offshore, des virements bancaires et une confession très intéressante d'un certain monsieur Gregory Hayes. Mais je ne me soucie pas de la fraude de Wall Street en ce moment, Dominic. Je m'intéresse aux 50 millions de dollars d'argent du cartel qui sont passés par ces comptes. De l'argent qui remonte jusqu'à vous. » Le sourire de Dominic ne s'est pas effacé. « Je suis un homme d'affaires légitime, agent. Cavallo Logistics opère entièrement dans le respect de la loi. Si M. Carmichael a décidé de mêler mes bénéfices d'expédition propres à des fonds peu recommandables, cela ressemble à un manquement à son devoir fiduciaire. » Les yeux de l'agent Sterling se sont rétrécis. « Nous avons un mandat d'arrêt contre Richard Carmichael et nous vous emmenons pour interrogatoire, Dominic. » Le cœur de Clara s'est serré. Elle a attrapé le bras de Dominic. Il l'a regardé, son expression s'adoucissant juste un peu, une promesse silencieuse passant entre eux. Oui, il savait que le Federal Bureau d'investigation arrivait. Il avait orchestré toute la fuite de données. Mais alors que les hommes de l'agent Sterling se déplaçaient pour menotter un Richard Carmichael en larmes, Preston s'est soudainement relevé en se débattant. Ses yeux étaient fous, balayant la pièce. Il a réalisé que sa vie était finie. Il allait en prison fédérale. Ou pire, il allait finir dans l'East River. Le désespoir pousse les hommes à faire des choses stupides. Preston s'est jeté en avant. Non pas vers les agents du Federal Bureau d'investigation, mais vers la table la plus proche. Il a attrapé un lourd couteau à steak dentelé sur la table en argent, s'est retourné et a saisi la personne la plus proche de lui. Il n'a pas attrapé Clara. Il a attrapé Chloé. Preston a tiré sa nouvelle épouse en arrière,
enroulant son bras fermement autour de sa gorge et pressant le bord dentelé du couteau à steak directement contre sa jugulaire. « Personne ne bouge! » hurla Preston, sa voix se brisant d'hystérie. « Je vais la tuer, je le jure devant Dieu, je vais la tuer. » La salle de bal a éclaté dans le chaos. Des femmes ont crié. Des chaises ont été renversées et les agents du Federal Bureau d'investigation ont immédiatement sorti leurs armes de poing, les pointant directement sur le marié. Le comportement de Dominic est instantanément changé. Le chef de la mafia calme et calculateur a disparu. Ses yeux sont devenus noirs, une rage terrifiante et mortelle émanant de lui. Il s'est placé devant Clara, la protégeant physiquement de son corps, alors que sa main glissait à l'intérieur de sa veste de smoking, s'enroulant autour de l'acier froid de sa propre arme. « Preston, dit Dominic, sa voix tombant à un murmure démoniaque terrifiant. Lâche ce couteau ou je te promets que ce ne sera pas le Federal Bureau d'investigation qui te sortira de cette pièce. » La grande salle de bal de l'Hôtel Pierre, un espace qui avait accueilli des présidents, des rois et des galas centenaires, s'est transformé en un terrifiant tableau de violence. Les lustres en cristal au-dessus semblaient se moquer de la sombre réalité qui se déroulait en bas. L'odeur des orchidées importées par des fleuristes de luxe se mêlait de manière écœurante à l'odeur métallique de la peur. Preston Carmichael, un homme dont le plus grand stress précédent était une baisse de la bourse, était complètement déséquilibré. Le lourd couteau à steak en argent dentelé tremblait violemment contre le cou de Chloe. Un mince filet de sang avait déjà perlé là où le bord dentelé pressait sa peau de porcelaine, tachant le col en dentelle complexe de sa robe Beretta sur mesure. Chloé était figée, sa poitrine se soulevant de respirations courtes et paniquées, ses yeux écarquillés d'une terreur si absolue qu'elle la privait de sa voix. « Reculez !» hurla Preston, sa voix se brisant dans un registre aigu et hystérique. Il a traîné Chloé d'un pas en arrière, ses chaussures vernies dérapant légèrement sur une flaque de champagne renversée. « Je vais la couper. Je sors d'ici et elle vient avec moi. » L'agent spécial Beatrice Sterling n'a pas bronché. Elle se tenait les pieds écartés à la largeur des épaules, son Glock 19 pointé directement sur l'arête du nez de Preston. Les trois agents du Federal Bureau d'investigation derrière elle se sont déployés, leurs armes dégainées, ou créant un demi-cercle de force létale. « Preston, écoutez-moi, dit l'agent Sterling, sa voix projetant l'autorité calme et plate d'un négociateur d'otages expérimenté. Vous êtes en train de transformer une affaire de fraude électronique fédérale en un crime violent. Si vous la blessez, vous ne verrez pas l'intérieur d'un tribunal. Vous quitterez cet hôtel dans un sac mortuaire. Lâchez le couteau. » Près de la table d'honneur, la situation était tout aussi chaotique. Le visage de Richard Carmichael avait pris une teinte grisâtre alarmante. Il se tenait la poitrine, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui suffoque avant que ses yeux ne se révulsent. Il s'est effondré lourdement sur le sol en marbre, complètement inconscient. Sa femme a hurlé, tombant à genoux pour administrer une réanimation cardio-pulmonaire frénétique et inefficace. Preston a jeté un coup d'œil au corps affalé de son père, et le minuscule fragment de santé mentale qui lui restait s'est complètement évaporé. « J'ai besoin d'une voiture », a crié Preston, ignorant complètement le Federal Bureau d'investigation. Il a croisé le regard de Dominic. « Vous, Cavallo, dites à vos hommes d'ouvrir ces portes. Dites-leur de s'écarter de mon chemin. » Dominic se tenait directement devant Clara, la protégeant efficacement de toute balle perdue. Sa propre main reposait nonchalamment à l'intérieur de sa veste de smoking bleu nuit, agrippant la crosse de son Sig Sauer personnalisé. Pour un œil non averti, Dominic avait l'air détendu, mais Clara, debout à quelques centimètres derrière lui, pouvait sentir la tension meurtrière qui émanait de sa carrure solide. Il était un ressort enroulé. « Tu es un homme mort, Preston, » dit doucement Dominic. Il n'a pas crié par-dessus les invités en pleurs ou les agents qui criaient. Il n'en avait pas besoin. La certitude glaciale et absolue de son baryton rauque a traversé le bruit comme un rasoir. Tu as apporté un couteau à beurre à une fusillade et tu as fait l'erreur fatale de toucher quelqu'un que je considère comme ma famille. « C'est ma femme !» hurla Preston en resserrant sa prise. Chloé laissa échapper un sanglot étouffé. Clara ne pouvait plus rester derrière Dominic. La vue de sa sœur jumelle, la fille avec qui elle avait partagé des secrets,
La file qu'elle avait protégée des brutes du lycée et des mauvaises ruptures, utilisée comme bouclier humain par un lâche de Wall Street, la déchirait. Elle est sortie de derrière les larges épaules de Dominic, ignorant son ordre sec de rester en arrière. Preston, regarde-moi, a plaidé Clara, sa voix résonnant dans l'espace tendu. Elle a levé les mains dans un geste apaisant, sa robe en soie émeraude bruissant, alors qu'elle faisait un pas lent en avant. C'est entre toi et Dominic. C'est à propos de la dette de ton père. Chloé n'a rien à voir avec ça. Elle ne savait rien pour les Caïmans. Elle ne savait rien du syndicat Cavallo. Laisse-la partir et prends-moi. Clara, non, gronde Dominic, sa main se refermant sur son bras, la tirant en arrière avec une poigne d'acier. L'agent Sterling a brièvement quitté Preston des yeux pour foudroyer Clara du regard. D'accord. Madame, reculez immédiatement. Vous interférez avec une prise d'otage fédérale. Mais Preston a ri, un son saccadé et essoufflé qui frisait la folie. Te prendre toi, la petite amie du chef de la mafia. Il me tirerait dessus avant que je fasse 2 pas. Non, Chloé est mon assurance. Tant que je l'ai, Cavallo n'autorisera pas de contrat sur ma tête, et vous, les fédéraux, vous ne tirerez pas. Il a commencé à traîner Chloé vers les lourdes portes de service près de la cuisine. Un plan désespéré se formait dans son esprit fracturé. S'il pouvait atteindre les monts de charge, il pourrait peut-être les semer dans les couloirs de service labyrinthiques de l'Hôtel Pierre. La mâchoire de Dominic se resserra. Il a jeté un regard presque imperceptible à Silas, le colosse qui se tenait près de l'entrée principale. Silas a fait un léger signe de tête. Les hommes du syndicat calculaient les angles, attendant la fraction de seconde où la tête de Preston dégagerait la silhouette de Chloé. Mais Chloé Hayes n'était pas seulement une reine de beauté. Elle était la sœur de Clara, et sous l'obsession superficielle de la haute société, elle possédait la même ténacité de survivante qui coulait dans leur sang. Alors que Preston la traînait en arrière, Chloé est soudainement devenue complètement molle. Elle a laissé tomber tout son poids, ajoutant les lourdes et volumineuses couches de sa robe Bertha perlée de cristal, forçant Preston à soutenir soudainement 60 kilos de poids mort. Le changement soudain a gravement déséquilibré Preston. Alors que Preston trébuchait, sa prise s'est desserrée pendant une fraction de seconde. Le couteau dentelé s'est éloigné d'1 millimètre de sa gorge. C'était tout ce dont Chloé avait besoin. Avec un cri sauvage qui a résonné contre le plafond voûté, Chloé a violemment projeté sa tête en arrière, frappant son crâne directement sur l'arête du nez de Preston. Le craquement écœurant du cartilage se brisant a été assez fort pour être entendu par-dessus la foule paniquée. Preston a hurlé de douleur, ses mains volant vers son visage ruiné, alors que le sang coulait instantanément sur ses lèvres et son menton. Le couteau à steak en argent est tombé sans bruit sur le sol. Chloé s'est précipitée en avant à 4 pattes, désespérée de s'éloigner de lui. Les agences du Federal Bureau d'investigation se sont précipitées en avant, criant des ordres. Mais Dominic a été plus rapide. Il s'est déplacé avec une vitesse prédatrice terrifiante qui défiait sa grande carrure. Il n'a pas sorti son arme. Au lieu de cela, il a traversé les 3 mètres qui les séparaient en 2 grandes enjambées. Avant que Preston ne puisse même essuyer le sang de ses yeux, la main de Dominic s'est refermée sur la gorge du marié. Avec une force brutale et sans effort, Dominic a soulevé Preston complètement du sol et l'a projeté en arrière sur la table la plus proche. Les centres de table en cristal ont volé en éclats. L'argenterie a volé dans les airs. La lourde table a gémi sous l'impact alors que Dominic immobilisait l'homme qui se débattait. Dominic, reculez, Federal Bureau d'investigation, a aboyé l'agent Sterling, se rapprochant avec son arme levée. Dominic l'a ignoré. Il s'est penché, son visage à quelques centimètres du visage ensanglanté et terrifié de Preston. Ça, c'est pour l'avoir utilisé, a murmuré Dominic, sa voix un sifflement mortel. Dominic a levé son poing droit et l'a abattu comme un marteau directement sur la clavicule gauche de Preston. L'os s'est brisé avec un craquement sinistre. Le cri d'agonie de Preston a été brusquement coupé alors qu'il s'évanouissait de douleur. Son corps est devenu complètement mou au milieu du gâteau de mariage en ruine et du verre brisé. Les suites immédiates ont été un flou de gyrophares rouges et bleus se reflétant sur l'extérieur en marbre de l'hôtel sur Central Park South. Des voitures de police ont barricadé la rue, retenant une foule croissante de paparazzi et de curieux.
À l'intérieur, le grand mariage s'était transformé en une immense scène de crime. Les ambulanciers se sont précipités devant les miroirs dorés avec des brancards. Richard Carmichael, s'accrochant à la vie après un infarctus massif du myocarde, a été chargé dans une ambulance à destination de l'hôpital de Lenox Hill sous bonne garde policière. Preston, le visage bandé et les bras stabilisés dans une écharpe temporaire, a été sorti de force par la porte d'entrée, menotté par 2 agents fédéraux au visage sévère. Il n'a pas regardé en arrière. Clara était assise sur un canapé en velours dans la bibliothèque privée de l'hôtel, tenant un verre d'eau glacée qu'elle n'avait pas touché. En face d'elle, Chloé était enveloppée dans une épaisse couverture en laine fournie par un ambulancier. La dentelle délicate de sa robe de mariée était ruinée, tachée du sang de Preston et de ses propres larmes. Un médecin avait placé un petit pansement sur la coupure superficielle de son cou. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Chloé, sa voix vide. Elle regardait fixement sa bague de fiançailles en diamant de 3 carats. Lentement, délibérément, elle l'a retirée de son doigt et l'a posée sur la table basse antique. Tout était un mensonge. Les dîners, les voyages à Nantucket, les vœux. Il essayait juste de sauver sa propre vie pathétique. Clara s'est assise à côté de sa jumelle, passant un bras autour des épaules tremblantes de Chloé. « Je suis tellement désolé, Chloé. Si j'avais su. » « Su quoi? » laissa échapper Chloé avec un rire amer et épuisé. « Que tu sortais avec le chef d'un syndicat du crime. »« Clara, comment as-tu pu me cacher ça? Tu restaures des tableaux, tu manges des plats à emporter et tu regardes des documentaires. Depuis quand sors-tu avec des hommes qui commandent des armées privées et mettent en faillite des fonds spéculatifs? » Clara a baissé les yeux sur ses mains. « Ce n'était pas prévu. Je l'ai rencontré au travail et il est différent avec moi. » Il a brisé la clavicule d'un homme à main nue devant le Federal Bureau d'investigation, a souligné Chloé, bien qu'il n'y ait aucune accusation dans son ton, seulement un choc profond. Clara, il est incroyablement dangereux. Je sais. Oh, a dit doucement Clara, mais il nous a protégés aujourd'hui. Il les a démasqués avant que tu ne sois légalement lié à leurs dettes. Avant que Chloé ne puisse répondre, les lourdes portes en chaîne de la bibliothèque se sont ouvertes. L'agent Beatrice Sterling est entré, l'air exaspéré, suivi de près par Dominic. La veste de smoking de Dominic était déboutonnée et il avait l'air totalement imperturbable, comme s'il venait de terminer un agréable dîner plutôt qu'une prise d'otage. « Oh, êtes-vous indemne, mesdames? » a demandé l'agent Sterling, ses yeux vifs balayant les sœurs. « Nous allons bien, » a dit Clara en se levant. « Bien, parce que votre ex-fiancé a tout déballé à l'arrière de ma voiture, » a dit l'agent Sterling en regardant Chloé. « La famille Carmichael est finie. La SEC gèle tous leurs actifs d'ici minuit. » L'agent a ensuite tourné son regard durci vers Dominic. « Quant à vous, Cavallo, vous avez parfaitement couvert vos traces. Les 50 millions étaient légalement documentés comme un prêt à capital risque à haut risque par le biais d'une société écran dans le Delaware. Vous êtes techniquement une victime de fraude. » Dominic a offert une légère révérence moqueuse. « Je fais confiance au système judiciaire pour récupérer mon capital volé, Agent Sterling. » L'agent Sterling a ricané. « Ne jouez pas avec moi. Vous avez orchestré tout ce spectacle. Vous nous avez donné le tuyau. Vous avez humilié les Carmichael. Et vous vous en êtes sorti indemne. Mais je vous attraperai un jour, Dominic. Comptez là-dessus. »« J'attends ce défi avec impatience, Béatrice, » a répondu doucement Dominic. L'agent Sterling a secoué la tête de dégoût et a quitté la pièce, laissant les lourdes portes ouvertes derrière elle. Le silence est tombé sur la bibliothèque. Chloé a regardé Dominic, se recroquevillant légèrement contre les coussins de velours. Dominic ne s'est pas approché de la mariée. Oh, il a gardé ses distances par une rare démonstration de respect, ses yeux sombres se fixant entièrement sur Clara. « Mes hommes ont sécurisé un périmètre, » a dit Dominic tranquillement. « Il y a des journalistes qui grouillent dans le hall. Silas escortera Chloé par le quai de chargement privé. J'ai une voiture qui l'attend pour l'emmener dans une suite sécurisée au Mandarin oriental sous un faux nom. La presse ne la trouvera pas. » Chloé a levé les yeux, surprise par ce soin calculé. « Merci, » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Dominic a hoché la tête une fois, la reconnaissant avant de tourner toute son attention vers Clara.
Le chef de la mafia, endurci et impitoyable, s'est effacé, ne laissant que l'homme qui s'était assis dans son atelier pendant des heures juste pour la regarder peindre. « Je dois quitter la ville », a dit Dominic. Sa voix est tombée à un registre bas et privé. Les retombées de l'effondrement des Carmichael vont créer un vide de pouvoir à Wall Street, et mes rivaux de la commission essaieront d'exploiter le chaos. Je dois aller à Boston ce soir pour sécuriser mes lignes de transport maritime. Clara a senti une douleur soudaine et aiguë dans sa poitrine. Boston? Pour combien de temps? Dominic a fait un pas de plus. Ça dépend, Amore. Il a tendu la main, doucement, pour glisser une mèche de cheveux blonds cendrés derrière son oreille. Ses jointures ont effleuré sa joue, envoyant une décharge électrique à travers elle. Je t'ai dit depuis le début que mon monde est violent. J'ai essayé de le tenir éloigné de toi. Mais aujourd'hui, les ombres t'ont touché. Tu as vu exactement qui je suis et exactement ce dont je suis capable. Clara a levé les yeux vers ses yeux d'obsidienne. Elle s'est souvenue de la facilité terrifiante avec laquelle il avait neutralisé Preston, mais elle s'est aussi souvenue de la façon dont il s'était placé devant elle pour prendre une balle, sans aucune hésitation. « Je te donne une porte de sortie, Clara, a dit Dominic. Et pour la première fois, Clara a entendu une trace de vulnérabilité dans sa voix. Si tu sors de cet hôtel avec ta sœur, tu retournes à ta vie tranquille. Tu restaures ton art. Tu ne reverras plus jamais mon visage et tu seras parfaitement en sécurité. Je veillerai à ce que personne de mon monde ne t'approche jamais. » Il a fait une pause, sa mâchoire se resserrant. Il a retiré sa main de son visage. « Mais si tu franchis ces portes avec moi, tu entres dans l'obscurité pour de bon. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu seras la femme aux côtés du chef du syndicat Cavallo. Tu auras une cible sur le dos et tu vivras avec des fantômes. » Dominic a tendu sa main droite vers elle, paume ouverte. « Le choix t'appartient. Est-ce que tu restes dans la lumière, Clara, ou est-ce que tu viennes avec moi? » La bibliothèque privée de l'Hôtel Pierre était d'un silence étouffant. Les faibles sons étouffés des sirènes de police et des journalistes frénétiques sur la 5e avenue pénétraient à peine les épaisses portes en acajou. Mais à l'intérieur de la pièce, le silence était absolu. Clara se tenait figée, ses yeux fixés sur la main tendue de Dominic. Le poignet blanc de sa chemise et la laine sombre et chère de sa veste de smoking semblaient représenter l'exacte dichotomie de l'homme lui-même. Une obscurité brutale et violente, enveloppée dans un extérieur civilisé et impeccable. Elle a regardé sa sœur jumelle. Chloé était assise sur le canapé en velours, la robe Bertha en ruine s'étalant autour d'elle comme un parachute dégonflé. La vie parfaite et soignée de Chloé venait d'être violemment démantelée en l'espace de 2 heures. Elle avait poursuivi l'illusion scintillante de la richesse de la famille Carmichael pour découvrir qu'elle était construite sur une base de vol, de mensonges et d'une lâcheté désespérée qui a failli lui coûter la vie. « La lumière », réalisa Clara, avec une clarté soudaine et cristalline, était un mensonge. Preston et Richard Carmichael assistaient à des galas de charité au Met, passaient l'été dans les Hamptons et portaient des montres Patek Philippe. Pourtant, ils étaient fondamentalement corrompus. Ils avaient échangé sa vie et celle de Chloé pour sauver leur propre peau. Dominic, d'un autre côté, ne s'excusait pas de ce qu'il était. Il était un monstre pour ses ennemis, un fantôme pour le Federal Bureau d'investigation et un opérateur impitoyable dans le monde criminel. Mais il ne lui avait jamais menti. Il était entré dans une pièce pleine d'agents fédéraux et de milliardaires pour la protéger. Il avait brisé les os d'un homme pour la garder en sécurité. « Clara », murmura Chloé, sa voix se brisant. Elle a resserré la couverture en laine autour de ses épaules tremblantes. Elle a regardé Dominic, une peur réelle dans ses yeux noisettes, puis sa jumelle. « Si tu pars avec lui, tu ne pourras pas revenir. Le Federal Bureau d'investigation, la presse, le danger, ça te suivra pour toujours. »« Je sais, » a dit doucement Clara. Elle s'est retournée vers Dominic. Ses yeux sombres d'obsidienne scrutaient son visage, attendant. Il n'y avait aucune pression, aucun ordre dans sa posture. Pour la première fois depuis qu'il avait défoncé les portes de la salle de bal, le chef de la mafia était complètement vulnérable. Il lui donnait un vrai choix. Clara a pris une profonde inspiration. L'odeur des orchidées chères et du parfum Creed Aventus de Dominic a rempli ses poumons. Elle a tendu la main, ses doigts tremblant légèrement,
et a placé sa petite main tachée de peinture fermement dans sa grande paume colleuse. Les yeux de Dominic ont brillé d'une chaleur intense et possessive. Ses doigts se sont immédiatement refermés sur les siens, sa prise solide, et chaude et rassurante. Un lourd soupir s'est échappé de ses lèvres, un son de profond soulagement qu'il a rapidement masqué sous son extérieur endurci. « Silas !» a appelé Dominic par-dessus son épaule. Le colosse s'est immédiatement présenté à la porte. « Boss, emmène Chloé par les couloirs de service jusqu'au quai de chargement. L'escalade blindée à Tsing. Emmène-la au Mandarin oriental et mets 4 hommes à sa porte. Où personne n'entre ni ne sort sans mon autorisation personnelle. » Dominic a regardé directement Chloé. « Tu es sous la protection de la famille Cavallo maintenant, Chloé. Personne ne te touchera plus jamais. » Chloé déglutit difficilement, hochant lentement la tête. « Merci. » Clara a serré l'épaule de sa sœur une dernière fois. « Je t'appellerai dès que je pourrai. Je t'aime, Chloé. »« Je t'aime aussi. Fais attention, Clara, » a murmuré Chloé. Des larmes coulant sur ses cils alors que Silas la guidait doucement hors de la pièce. Une fois seul, Dominic a attiré Clara contre sa poitrine, ses bras enroulés autour de sa taille, enfouissant son visage dans ses cheveux blonds cendrés. Pendant un bref instant volé, le chef de syndicat impitoyable l'a simplement tenu, puisant de la force dans sa présence. « Tu es sûr ?» a-t-il murmuré contre son oreille, son souffle chaud. « Une fois que nous aurons quitté cet hôtel, Clara, le monde saura que tu m'appartiens. L'agent Sterling ouvrira un dossier sur toi. Mes rivaux connaîtront ton nom. » Clara s'est penchée en arrière, le regardant dans ses yeux sombres. Une résolution féroce et inflexible s'est installée dans sa poitrine. Preston Carmichael pensait que j'étais une faiblesse qu'il pouvait exploiter. Montrons-leur à quel point il avait tort. Un lent sourire malicieux s'est étendu sur le visage de Dominic. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de s'assurer de sa possession la plus précieuse. « Allons-y. » Dominic a gardé sa main fermement dans la sienne alors qu'il sortait de la bibliothèque. Ils ne se sont pas faufilés par l'arrière. Dominic Cavallo ne se cachait pas. Ils ont traversé directement le grand hall de l'Hôtel Pierre. Les invités restants, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les mondains, les politiciens corrompus se sont écartés comme la mer Rouge. Des murmures ont éclaté alors que Clara, la sœur jumelle de la mariée dans sa superbe robe émeraude, marchait main dans la main avec le chef du crime le plus redouté de la ville. Alors qu'il franchissait les portes tournantes en laiton et sortait sur la 5e avenue, la nuit a explosé dans un déploiement aveuglant de flashs d'appareils photo. Les paparazzis s'étaient battus comme des vautours. Les policiers de New York luttaient pour retenir les journalistes hurlants, tous désespérés d'obtenir une déclaration sur l'arrestation soudaine du titan de Wall Street, Richard Carmichael, et la sanglante prise d'otage. Dominic n'a pas dit un mot. Ses hommes de main ont formé un mur serré et impénétrable autour d'eux, repoussant de force un photographe qui s'est approché de trop près. Dominic a aidé Clara à monter à l'arrière de sa Mercedes Maybach lourdement blindée, qui tournait au ralenti et est montée juste derrière elle. Teterboro a ordonné Dominic au chauffeur alors que les lourdes portes se refermaient, coupant instantanément le chaos des lumières clignotantes et de la presse hurlante. Fonce! La Maybach a bondi en avant, se fondant dans le trafic de minuit de la FDR Drive. Clara a appuyé sa tête contre l'épaule de Dominic alors que la ligne d'horizon de Manhattan défilait derrière les vitres teintées. Les retombées au cours des 6 mois suivants ont été totalement sans précédent. La clé USB que Dominic avait livrée au mariage était un chef-d'œuvre de destruction financière. Elle contenait des milliers de fichiers cryptés, des itinéraires bancaires offshore et des conversations enregistrées entre Richard Carmichael et son intermédiaire des îles Caïmans. Il a fallu moins de 48 heures à la SEC pour liquider entièrement le fonds spéculatif des Carmichael. Richard Carmichael a survécu à sa crise cardiaque pour se réveiller menotté à un lit d'hôpital à Lenox Hill. Il a ensuite été inculpé de 47 chefs d'accusation de fraude électronique fédérale, de détournement de fonds et de racket. Il a été condamné à 25 ans à la prison fédérale d'Otisville, une prison où ses anciennes adhésions à des country clubs ne signifiaient absolument rien. Le sort de Preston Carmichael a été sans doute pire. Après avoir subi une reconstruction chirurgicale de sa clavicule, il s'est vu offrir un accord de plaidoyer par l'agent Beatrice Sterling en échange de son témoignage contre son père.
Preston l'a accepté immédiatement, cimentant son héritage de lâche. Il a purgé 3 ans dans un établissement à sécurité minimale avant d'être libéré dans l'anonymat le plus total. En faillite, déshonoré et complètement seul. Chloe Hayes a pris son temps pour guérir. Avec le soutien financier silencieux et important de Dominic, parfaitement blanchi par le biais d'une fiducie anonyme, elle a ouvert une boutique de mariage haut de gamme à Soho. Elle a laissé derrière elle le monde superficiel des mondains de la vieille fortune, trouvant une indépendance tranquille et féroce qu'elle ne soupçonnait pas. Quant à Clara, entrer dans l'obscurité ne signifiait pas se perdre. Cela signifiait s'adapter. 6 mois après le mariage, Clara se tenait dans le conservatoire ensoleillé d'un vaste domaine en pierre fortement gardé à Newport, Rhode Island. L'océan Atlantique se brisait contre les falaises en contrebas. Elle portait un simple chemisier en soie et un pantalon, une paire de loupes grossissantes relevées sur son front. Devant elle reposait un monnaie du 19e siècle, supposément authentifié. Les lourdes portes en acajou du conservatoire se sont ouvertes et Dominic est entré. Il portait un costume anthracite sur mesure, ayant l'air en tout point du chef mortel et intouchable qu'il était. L'expansion à Boston avait été brutale mais réussie. Le syndicat Cavallo était désormais le pouvoir incontesté de la côte Est. Dominic s'est approché derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille et posant son menton sur son épaule. « Quel est le verdict, amour? » Clara a pris une petite fiole de solvant et un coton-tige. Elle a doucement frotté un minuscule coin discret de la toile. La peinture centenaire s'est immédiatement dissoute, révélant un bleu polymère synthétique brillant en dessous. « C'est un faux, Dominic, » a dit Clara, un sourire vif se dessinant sur ses lèvres. De l'acrylique sous la couche d'huile. La Bratva russe essaye de régler sa dette de transport envers toi avec de l'or contrefait. Il pensait que tu ne verrais pas la différence. Dominic a laissé échapper un rire bas et sombre, l'embrassant sur le côté du cou. Ils ont gravement sous-estimé mon plus grand atout. Clara s'est penchée en arrière dans son étreinte, regardant les vagues grises de l'Atlantique. Le monde dans lequel elle vivait maintenant était dangereux, rempli d'ombre, d'agents fédéraux et d'ennemis impitoyables. Mais alors que les bras de Dominic la serraient fort, elle savait qu'elle n'avait jamais été aussi en sécurité. La lumière avait été une illusion. Mais l'obscurité était sa maison. Quand on enlève les robes de créateurs et les mariages à un demi-million de dollars, on apprend vite que les vrais monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Parfois, ils portent des costumes sur mesure et siègent à la tête d'un conseil d'administration de Wall Street. Clara a tout risqué en amenant Dominic dans la lumière et en retour, il a réduit en cendres l'empire corrompu des Carmichael. Elle a choisi une vie de vérité dangereuse plutôt que de mensonges confortables, prouvant que parfois, la seule façon de protéger sa famille est de s'allier avec le méchant ultime. Si cette romance mafieuse intense vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les bonnes intrigues de vengeance le jour du mariage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais un rebondissement dramatique. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous pris la main de Dominic pour entrer dans l'obscurité? On se retrouve dans la prochaine vidéo.